Le village de Kogona était un endroit spécial. Niché au bord d'un grand fleuve, entouré de collines verdoyantes, c'était le plus prospère de toute la région. Les gens disaient que Kogona était protégé par les génies. Ces esprits invisibles vivaient dans le fleuve, dans les grottes des collines et dans la grande forêt sacrée. En échange de cette protection, les habitants respectaient des règles simples. Ne jamais pêcher le vendredi, jour sacré des génies, faire des offrandes 2 fois par an, ne jamais couper d'arbres dans la forêt sacrée, respecter les lieux saints. Pendant des générations, le village avait prospéré. Les récoltes étaient toujours abondantes, les enfants naissaient en bonne santé, les maladies étaient rares, l'eau du fleuve était pure et claire. C'est grâce aux génies, disait Massa, le chef spirituel du village. Ils nous protègent parce que nous les respectons. Massa était un vieil homme de 70 ans. Il connaissait tous les rites, toutes les prières. Il parlait avec les génies dans ses rêves. C'était lui qui faisait les cérémonies d'offrande. Mais Massa vieillissait. Il avait formé son petit-fils, Youssouf, pour prendre sa place. Youssouf avait 25 ans. Il croyait au génie, mais pas autant que son grand-père. Il avait été à l'école en ville. Il avait vu le monde moderne. « Grand-père, tu penses vraiment que les génies existent ?» demandait-il parfois. « Je ne pense pas, mon fils. Je sais. Je les ai vus. Je leur ai parlé. Mais personne d'autre ne les voit. Parce que personne d'autre n'a le don. Mais même si tu ne les vois pas, ils sont là. Et tant que nous les respectons, ils nous protègent. » Un jour, des hommes arrivèrent de la capitale. Ils portaient des costumes et conduisaient de grosses voitures. Ils venaient d'une compagnie minière internationale. Leur chef s'appelait Monsieur Diabaté. Il rassembla tout le village. « Bonne nouvelle !» annonça-t-il. « Nous avons découvert de l'or sous vos collines, beaucoup d'or. Si vous nous laissez l'extraire, vous deviendrez tous riches. » Les villageois se regardèrent. « De l'or ? Riche ? Chaque famille recevra de l'argent, continua Diabaté. Nous construirons des routes, une école moderne, un hôpital. Votre village deviendra célèbre. » Les gens commencèrent à s'exciter. L'argent, le progrès. Mais Massa se leva. « Attendez, les collines sont sacrées, les génies y vivent. Si vous creusez là-bas, vous les dérangez. » Diabaté sourit d'un air condescendant. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes au XXIe siècle. Les génies n'existent pas, c'est de la superstition. » « Les génies existent, insista Massa, et si vous ne les respectez pas, ils se vengeront. »« Grand-père, murmura Youssouf, gêné, ne dis pas des choses comme ça devant ces gens. » Les villageois étaient divisés. Les anciens soutenaient Massa, mais les jeunes voulaient l'argent et le progrès. On vota. Par 120 voix contre 80, le village accepta la mine. Massa était dévasté. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez réveiller la colère des génies. » « Les génies comprendront, dit Youssouf doucement. Nous avons besoin de progrès. »« Le vrai progrès, c'est de vivre en harmonie avec les esprits, répondit tristement Massa. Le lendemain, les machines arrivèrent. D'énormes bulldozers, des foreuses, des camions. Ils commencèrent à creuser les collines. Cette nuit-là, Massa fit un rêve terrible. Il vit les génies. Ils étaient magnifiques et terrifiants à la fois, des êtres de lumière avec des visages tristes. « Pourquoi nous chassez-vous de notre maison ?» demandèrent-ils. « Ce n'est pas moi, pleura Massa dans son rêve. J'ai essayé d'aller arrêter. »« Nous savons, mais le village a choisi. Alors nous partons. Et notre protection part avec nous. »« Non, s'il vous plaît, donnez-nous une chance. »« Nous vous avons donné 100 générations de chance. Vous nous abandonnez pour de l'or. Alors adieu. » Massa se réveilla en pleurs. Il sentait que quelque chose de terrible allait arriver. Les premières semaines, tout semblait aller bien. La mine fonctionnait, l'or était extrait. Les familles recevaient leur argent. Les gens achetaient des télévisions, des motos, des vêtements neufs. Ils construisaient de nouvelles maisons en béton. « Tu vois, grand-père, tout va bien. Les génies n'ont rien fait. Peut-être qu'ils n'étaient pas si importants qu'après tout. » Massa secoua la tête tristement. « Ils sont partis, et bientôt, tu verras ce que ça signifie. » Puis, les choses commencèrent à changer. D'abord, le fleuve. L'eau qui avait toujours été claire et pure devint tourbe, puis brune, puis elle commença à sentir mauvais. Les poissons moururent par milliers. Leur corps flottait sur la surface, ventre à l'air. « C'est la mine », expliqua un ingénieur. « Les produits chimiques qu'on utilise pour extraire l'or se déversent dans le fleuve. Mais ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. » Mais ils n'arrangèrent rien. L'eau devint de pire en pire. Ensuite, ce furent les récoltes. Les champs qui entouraient la mine devinrent stériles. Rien ne poussait plus. La terre était empoisonnée par les déchets miniers. « C'est temporaire, dit Diabaté. On vous paiera pour compenser. » Puis, les enfants commencèrent à tomber malades. D'abord quelques-uns, puis des dizaines.
Ils toussaient, ils avaient du mal à respirer, leur peau se couvrait de plaques rouges. « C'est la pollution de la mine », dit le médecin du village. « L'air est empoisonné par la poussière et les gaz. » Massa écoutait tout cela en silence. Puis il dit « Les génies nous protégeaient de tout ça. Maintenant qu'ils ne sont plus là, nous sommes vulnérables. »« C'est juste de la pollution, grand-père, » répondit Youssouf. « Rien à voir avec les génies. » Mais d'autres choses bizarres arrivaient, des choses que la pollution ne pouvait pas expliquer. Les animaux agissaient étrangement. Les chiens hurlaient toutes les nuits en regardant les collines. Les vaches refusaient de manger. Les oiseaux ne chantaient plus. Les vieux du village commençaient à dire « Les génies sont en colère ». Puis vint le premier accident grave. Un pan de la mine s'effondra, tuant 15 ouvriers. Tous étaient du village. 15 pères, fils, frères. Le village pleura ses morts. « C'est un accident », dit la compagnie minière. « Ces choses arrivent. Voici de l'argent pour les familles. » Mais Massa savait que ce n'était pas un simple accident. Cette nuit-là, Massa fit un autre rêve. Les génies apparurent d'à nouveau, mais cette fois, ils pleuraient. Leurs ternes brillaient comme des diamants en tombant. Et partout où tombait une larme, quelque chose mourait. Un arbre se desséchait, un animal tombait raide mort, l'eau devenait noire. « Pourquoi pleurez-vous » demanda Massa. « Nous pleurons pour ce village que nous aimions. Nous pleurons parce que vous nous avez chassés. Nous pleurons parce que maintenant, nous ne pouvons plus vous protéger du mal. Revenez, je vous en prie. Nous ne pouvons pas revenir dans un lieu qui ne nous veut pas. Notre maison dans les collines a été détruite. Le fleuve est empoisonné. La forêt sacrée a été coupée pour faire place aux machines. Où habiterions-nous? Je peux convaincre le village. On arrêtera la mine. On réparera. Il est trop tard pour réparer certaines choses. Mais si vous voulez vraiment essayer, vous devez tous le vouloir. Quelques personnes du village. Chaque cœur doit vraiment vouloir notre retour. Je vais les convaincre. Dépêche-toi, car nos terres ne tombent de plus en plus vite et bientôt, il ne restera rien à sauver. Massa se réveilla et courut vers la maison du chef du village. Il faut arrêter la mine, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais le chef secoua la tête. Massa, nous avons signé un contrat de 20 ans. Si nous arrêtons maintenant, la compagnie nous poursuivra en justice. Nous devrons rembourser tout l'argent. Le village sera ruiné. Le village sera ruiné de toute façon si on continue. Les génies, arrête avec tes génies. Nous avons des problèmes réels à régler. De la pollution, des accidents. Ça, c'est réel. Pas tes esprits invisibles. Les choses empirèrent rapidement. 2 semaines après l'effondrement, une maladie mystérieuse frappa le village. Les gens avaient de la fièvre, des hallucinations et certains mouraient en quelques jours. Les médecins ne comprenaient pas. Ce n'est aucune maladie connue. 20 personnes moururent en 1 mois. Puis ce fut la sécheresse. Malgré la saison des pluies, il ne pleuvait pas. Les puits se tarirent. Le fleuve, déjà pollué, baissa dangereusement. C'est à cause du changement climatique, disaient les experts. Mais Massa savait. Les génies contrôlent la pluie. Sans eux, l'eau ne vient plus. Youssouf commençait à douter. Il voyait la souffrance autour de lui. Peut-être que son grand-père avait raison. Un soir, il alla voir Massa. « Grand-père, et si tu avais raison? Et si les génies existaient vraiment ?»« Ils existent, mon fils, et ils pleurent. Que pouvons-nous faire? Convaincre le village d'arrêter la mine, faire une grande cérémonie pour demander pardon, réparer ce qui peut être réparé. Mais les gens ne te croient pas, ils pensent que tu es juste un vieil homme superstitieux. » Massa réfléchit. « Alors, il faut que les génies se montrent, il faut qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. » Cette nuit-là, Massa prépara un rituel spécial. Il avait gardé secret ce rituel toute sa vie. C'était le rituel le plus puissant, celui qui permettait à tout le monde de voir les génies. Mais il était dangereux. Forcer les esprits à se montrer pouvait les mettre très en colère. « Tant pis, » murmura Massa. « Si je ne fais rien, le village mourra de toute façon. » Il rassembla les ingrédients, des herbes rares, du sang d'un coq noir, de l'eau de source. Il dut marcher loin pour en trouver de non pollués et de la terre de la forêt sacrée. À minuit, il commença le rituel au centre du village. Certaines personnes le regardaient, curieuses, d'autres se moquaient. « Le vieux Massa fait encore ses simagrées » riait-il. Massa chanta les anciennes paroles. Il traça des symboles sur le sol. Il brûla les herbes sacrées. Puis il prononça l'invocation finale.
esprit de nos ancêtres, génie de ce lieu béni, je vous en supplie, montrez-vous à ceux qui ne croient plus, montrez-leur ce qu'ils ont perdu, montrez-leur ce qui les attendent s'ils ne changent pas. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Les moqueurs riaient de plus belle. Puis le ciel changea. Les étoiles disparurent. Une lumière étrange, bleu-vert, illumina le village. Le vent s'arrêta complètement. Un silence total tomba. Et ils apparurent, les génies. Tout le village les vit, même les plus sceptiques, même Diabaté et ses ingénieurs. Ils étaient magnifiques et terrifiants, grands, lumineux, leur forme changeait constamment entre humaine et animale. Ils ressemblaient à de l'eau vivante, à de la lumière pensante. Mais ce qui choqua le plus, c'est qu'ils pleuraient. Des larmes brillantes coulaient de leurs yeux, et partout où tombait une larme, quelque chose se passait. Une larme tomba sur un arbre, l'arbre devint instantanément vieux, sec, mort. Une larme tomba sur le fleuve, l'eau devint noire comme de l'encre. Une larme tomba sur un champ, la terre se craquela et devint stérile. « Arrêtez !» cria quelqu'un dans la foule. « Pourquoi détruisez-vous notre village ?» Le plus grand des génies parla. Sa voix résonnait comme le tonnerre et le murmure du vent en même temps. « Nous ne détruisons rien. Nos larmes montrent juste ce qui arrivera. Nous pleurons parce que vous nous avez chassés. Nous pleurons parce que nous aimions ce lieu. Nous pleurons parce que nous voyons votre futur. » Une vision apparut dans le ciel. Tout le village vit la même chose. Ils virent Kogona dans 5 ans, un village fantôme, les maisons abandonnées, la terre morte, le fleuve, un ruisseau noir et toxique, pas d'enfants qui jouent, pas d'oiseaux qui chantent, juste le silence et la mort. « La mine prendra tout, » dit le génie. « Elle vous donnera de l'or, mais en échange, elle prendra votre eau, votre terre, votre santé, vos enfants. Sans nous pour vous protéger, vous êtes sans défense contre sa cupidité. » « Mais que devons-nous faire ?» cria Youssouf. « Nous avons signé un contrat. » Les contrats humains ne signifient rien pour la terre, pour le fleuve, pour la vie. Vous devez choisir, l'or ou la vie. « Revenez, supplia Massa, protégez-nous à nouveau. » Les génies le regardèrent avec tristesse. « Nous ne pouvons pas revenir dans un lieu qui n'est plus notre maison. Les collines sont éventrées, la forêt sacrée est coupée, le fleuve est empoisonné. Où habiterions-nous ? Nous réparerons tout, cria quelqu'un. Pouvez-vous vraiment ? Êtes-vous tous prêts à abandonner l'or, à chasser la mine, à travailler dur pour guérir la terre ? Le village se tut. C'était une question difficile. Nous vous donnons une dernière chance, dirent les génies. Dans 7 jours, nous reviendrons. Si vous avez vraiment changé, si vous avez arrêté la mine, si vous avez commencé à réparer, nous resterons. Sinon, nous partons pour toujours. Et vos petits-enfants ne connaîtront que la terre morte. » Puis ils disparurent. La lumière étrange s'éteindit. Les étoiles revinrent. Le village resta debout, en silence, choqué par ce qu'il venait de voir. Puis tout le monde commença à parler en même temps. « On doit arrêter la mine. Mais l'argent ne sert à rien si on est mort. C'était réel, vous avez vu? Les génies existent vraiment. » Diabaté était blanc comme un drap. Lui aussi avait vu. C'était quoi ? La vérité, dit Massa simplement. Maintenant, vous croyez ? Cette nuit-là, Nissen ne dormit. Le village débattit jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, le village se réunit en assemblée générale. Tout le monde était là, même les ouvriers de la mine, même Diabaté et ses ingénieurs. Le chef du village prit la parole. « Nous avons tous vu la même chose hier soir. Les génies existent. Leur avertissement est clair, nous devons choisir. »« Mais le contrat » commença quelqu'un. « Le contrat peut être rompu, » dit un avocat du village qui avait étudié en ville. « Si nous prouvons que la mine cause des dommages environnementaux graves et immédiats, nous pouvons l'annuler. »« Et l'argent qu'on a déjà reçu ?» demanda une femme. « Il faudra le rembourser, pas tout d'un coup, mais petit à petit. » Les gens murmuraient. « Rendre l'argent ? Redevenir pauvre ?» Youssouf se leva. « Écoutez-moi, j'étais comme vous. Je voulais l'argent, je voulais le progrès. Je ne croyais pas vraiment au génie. » Il marqua une pause. « Mais hier soir, j'ai vu. Nous avons tous vu. Et j'ai compris quelque chose.
On peut avoir tout l'or du monde, mais si on n'a pas d'eau propre pour boire, si on n'a pas de terre pour cultiver, si nos enfants sont malades, à quoi ça sert ? Il a raison, dit une mère dont l'enfant était malade. Ma fille tousse du sang depuis que la mine a ouverte. Aucun médecin ne peut la guérir, mais avant la mine, elle était en parfaite santé. Mon champ ne produit plus rien, dit un fermier. La terre est morte. Le fleuve où je pêchais est empoisonné, dit un pêcheur. Tous les poissons sont morts. Une à une, les personnes partagèrent leurs souffrances depuis l'ouverture de la mine. Massa écouta tout, puis parla. « Mes amis, je suis vieux, je mourrai bientôt, mais vous, vous êtes jeunes, et vos enfants sont encore plus jeunes. Pensez à eux. Dans quel monde vont-ils grandir ?» Diabaté se leva, nerveux. « Écoutez, peut-être que nous pouvons améliorer nos méthodes, moins polluer, être plus prudents. »« Vous avez promis ça depuis le début, » répliqua quelqu'un. « Rien n'a changé. »« Nous pouvons payer plus. »« On ne veut pas de votre argent, » cria un homme. « On veut notre village en bonne santé. » Diabaté réalisa qu'il avait perdu. « Très bien, si vous voulez arrêter, arrêtons. Mais vous devrez rembourser tout ce que vous avez reçu. Ça fait des millions. »« On remboursera, » dit le chef du village, « même si ça prend 20 ans. » On vota à nouveau. Cette fois, par 195 voix contre 5, le village décida d'arrêter la mine. Mais arrêter la mine n'était que le début, il fallait maintenant réparer. Massa organisa le travail. Première tâche, nettoyer le fleuve. Impossible de le faire complètement, mais il pouvait arrêter la pollution et laisser la nature se guérir petit à petit. Ils fermèrent tous les tuyaux qui déversaient des produits chimiques. Ils commencèrent à retirer les déchets. Deuxième tâche, replanter la forêt sacrée. Ils collectèrent des graines et des jeunes arbres. Toute la communauté, même les enfants, planta des arbres où la forêt avait été coupée. Troisième tâche, guérir la terre. Les champs empoisonnés ne pourraient pas être réparés facilement, mais ils pouvaient au moins arrêter les dégâts. Ils retirèrent les déchets toxiques et les enfouirent loin du village. Quatrième tâche, reboucher les trous dans les collines. Les immenses cratères de la mine ne pouvaient pas disparaître, mais ils pouvaient les reboucher partiellement et planter de la végétation pour stabiliser la terre. Tout le village travailla, du matin au soir, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, même les enfants aidaient. C'était dur, épuisant, et ils savaient que ça prendrait des années pour vraiment réparer. Mais pour la première fois depuis longtemps, le village était uni. Youssouf travaillait aux côtés de son grand-père. « Grand-père, crois-tu que les génies reviendront ? » ?»« Je l'espère, mon fils. Mais même s'ils ne reviennent pas, nous faisons la bonne chose. Nous réparons notre maison. »« J'ai appris quelque chose, » dit Youssouf. « Le progrès n'est pas juste avoir de l'argent et des nouvelles choses. Le vrai progrès, c'est vivre bien, être en bonne santé, avoir de l'eau propre, de la terre fertile. C'est ça, la vraie richesse. » Massa sourit. « Tu es prêt maintenant, prêt à être le nouveau gardien spirituel. » Les 7 jours passèrent vite. Le village travaillait sans relâche. Quand le 7e jour arriva, ils avaient fait beaucoup, pas tout, loin de là, mais on voyait le changement, on voyait l'effort, on voyait l'amour qu'ils mettaient dans la réparation. Ce soir-là, tout le village se rassembla au bord du fleuve, le même endroit où les génies étaient apparus la première fois. Massa dirigea une grande cérémonie. Ils apportèrent des offrandes, du miel, du lait, des fruits, des tissus blancs. « Génies de nos ancêtres, nous avons péché par cupidité, nous avons détruit votre maison, nous avons empoisonné ces lieux sacrés, nous vous demandons pardon. » Tout le village répéta « Nous demandons pardon. Nous avons travaillé dur pour réparer. Ce n'est pas fini, mais nous continuerons. Nous le promettons. Nous le promettons. Revenez, s'il vous plaît. Revenez protéger ce lieu. Revenez habiter ces collines, ce fleuve, cette forêt. Nous serons vos gardiens fidèles. Jamais plus, nous ne vous trahirons. Jamais plus. » Puis ils attendirent. Minuit approcha. Le ciel s'obscurcit. Et ils apparurent. Les génies se matérialisèrent lentement, comme de la brume qui prend forme. Mais cette fois, ils ne pleuraient pas. Ils regardaient le village. Ils voyaient les changements, les machines parties, les trous partiellement rebouchés, les jeunes arbres plantés, le fleuve un peu plus propre. Le grand génie parla.
Vous avez vraiment essayé? Oui, répondit Massa, et nous continuerons, chaque jour, jusqu'à ce que ce lieu soit guéri. La guérison prendra des années, des générations peut-être. Nous avons le temps, et nos enfants continueront après nous. Le génie se tourna vers le village entier. Vous avez tous choisi? Vraiment tous? Chaque personne hocha la tête, même ceux qui avaient d'abord voté contre. Ils avaient changé, ils avaient compris. Vous avez abandonné l'or, l'argent facile, le confort moderne. Pourquoi? Youssouf s'avança. Parce que nous avons compris que certaines choses n'ont pas de prix. L'eau pure, l'air propre, la terre fertile, la santé de nos enfants, votre protection. Ça, c'est la vraie richesse. Une vieille femme ajouta. Parce que l'or disparaît, mais la terre reste. Si on prend soin d'elle, elle nous nourrit pour toujours. Un enfant dit timidement, parce que je veux voir les génies, je veux qu'ils soient mes amis. Les génies restèrent silencieux un long moment. Puis quelque chose de merveilleux se produisit. Ils sourirent. Vous avez appris, vous avez compris, nous reviendrons. Une immense joie explosa dans le village. Les gens pleuraient, riaient, s'embrassaient. Mais, continua le génie, sachez ceci, la route sera dure, vous serez tentés à nouveau. D'autres compagnies viendront avec d'autres promesses. Vous devez rester fort. Nous le serons, promit Massa. Et vous devez enseigner aux autres villages, raconter votre histoire, montrez-leur qu'il y a une autre voie. Nous le ferons, promit Youssouf. Alors les génies firent quelque chose d'extraordinaire. Ils levèrent leurs mains vers le ciel, des nuages se formèrent, puis il commença à pleuvoir. Mais ce n'était pas une pluie ordinaire, c'était une pluie purificatrice. Là où elle tombait, les plantes reprenaient vie. Les arbres malades redressaient leurs branches. Le fleuve commençait à s'éclaircir. La pluie tombait sur les gens aussi, et ceux qui étaient malades se sentaient mieux. Les toux s'arrêtaient, les fièvres tombaient, les blessures guérissaient. « Notre cadeau de retour », dirent les génies. « Mais rappelez-vous, nous vous aidons, nous ne faisons pas tout à votre place. Vous devez continuer à travailler, à protéger, à respecter. » Nous le ferons, promit tout le village en chœur. Les génies commencèrent à s'estomper. Nous habitons à nouveau ici, dans le fleuve, dans les collines, dans la forêt qui repousse. Vous ne nous verrez pas souvent, mais nous serons là, toujours. Puis, ils disparurent. Mais le village sentait leur présence, une présence douce, protectrice, comme un souffle chaud dans le vent froid. Les mois et les années qui suivirent furent difficiles. Le village était pauvre maintenant. Ils devaient rembourser la compagnie minière petit à petit. Mais ils étaient heureux. Le fleuve guérissait lentement. Les poissons revenaient. L'eau redevenait claire. Les forêts repoussaient. Les oiseaux chantaient à nouveau. Les champs empoisonnés restaient inutilisables, mais ils en cultivaient d'autres plus loin. Les récoltes étaient bonnes, pas abondantes comme avant, mais suffisantes. Les enfants grandissaient en bonne santé. L'air était pur. Kogona devint célèbre, mais pas pour son or, pour son histoire. D'autres villages venaient demander conseil. Comment avez-vous arrêté la mine? Comment avez-vous ramené les génies? Youssouf, maintenant le nouveau chef spirituel, leur racontait l'histoire. D'abord, il faut vraiment vouloir changer, tous ensemble. Ensuite, il faut être prêt à sacrifier le confort facile pour le bien à long terme. Et les génies, demandait-il, comment les voir? Vous ne pouvez pas les forcer à apparaître, mais si vous respectez la terre, si vous protégez ce qui est sacré, si vous vivez en harmonie, vous sentirez leur présence. Et parfois, si vous avez de la chance, vous les verrez. Massa vivit encore 5 ans après le retour des génies. Il mourut paisiblement, heureux de savoir que le village était sauvé et que son petit-fils continuerait la tradition. La nuit de sa mort, les génies apparurent une dernière fois, juste pour lui. Ils l'accompagnèrent vers l'au-delà, le remerciant pour sa fidélité. Youssouf continua son œuvre. Il enseignait aux jeunes le respect des esprits, de la nature, des traditions.
Mais il enseignait aussi que tradition et modernité pouvaient coexister. Il disait « Nous pouvons avoir des écoles, des hôpitaux, de la technologie, mais pas au prix de la destruction de notre terre. Il existe un équilibre, c'est ça que nous devons chercher. » Aujourd'hui, décennies plus tard, Kogona est toujours là, toujours protégé par les génies. C'est un village modeste, pas riche en argent, mais riche en eau pure, en air propre, en terre fertile, en enfants en bonne santé. Les touristes viennent parfois, non pas pour voir de l'or, mais pour voir le village qui a dit non à la cupidité et oui à la vie. Et parfois, si on est très chanceux, très respectueux et qu'on écoute vraiment, on peut entendre les génies chanter dans le vent. On peut voir leur lumière danser sur le fleuve la nuit. On peut sentir leur présence protectrice dans la forêt. Car ils sont revenus, et tant que le village les respecte, ils ne partiront plus jamais. C'est la promesse qu'ils ont faite. La nuit où ils ont pleuré était terrible, mais elle a sauvé le village, car elle leur a montré ce qu'ils risquaient de perdre. Et parfois, c'est seulement quand on voit les larmes de ceux qui nous aiment qu'on comprend vraiment nos erreurs.